Jusque-là, rien d'anormal, sauf que les réunions démarraient à 20h30 le vendredi. Et en fait, quand c'est exceptionnel, à la limite, on peut le comprendre. Quand ça dure un mois, 2 mois, ça commence à être un peu compliqué. Et progressivement, on a remplacé les matchs FIFA par des vidéos YouTube sur l'immobilier. Il se trouve que lui aussi était consultant, donc on avait des réflexes communs qui étaient par exemple de prendre une feuille Excel et d'aller chercher de la donnée sur des sites type l'INSEE où on regardait finalement le nombre d'habitants, le taux de chômage, la proportion de propriétaires, etc. On a croisé toutes ces données et ça nous donnait finalement une short list de villes qui pouvaient correspondre à nos critères propres. Et bonjour à tous, vous l'avez entendu, une fois n'est pas coutume, on aura un invité d'exception en la personne de Vincent, plus connu sous le nom de le salarié investisseur. On peut être salarié, être épanoui, en tout cas temporairement dans son métier et enchaîner les investissements à une vitesse incroyable. Donc Vincent, c'est un très bon exemple. Il a un job quand même à responsabilité à Paris et il a pu investir, il a créé 5 SCI, il est sur plein de projets, il a pu s'endetter de différentes façons et ça, il va nous l'expliquer dans l'épisode du jour. Donc restez sur écoute, restez restez alerte pour la suite, de l'épisode avec Vincent. C'est un invité qu'on n'a pas c'est un profil qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, très intéressant. L'épisode avec Vincent. Avant d'attaquer avec Vincent, vous le savez, j'ai toujours 1 million de choses à vous dire et une fois n'est pas coutume, il s'est passé plein de choses depuis la semaine dernière. Décidément, cette vie à 1000 à l'heure et je sais pas si vous entendez, je viens de recevoir une réservation Booking. C'est pas incroyable ça? Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine? Tout d'abord, j'étais en week-end dans une belle ville, à Château-Thierry, où Gérald, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à un autre événement, il organisait un mastermind. On était une dizaine, c'était vraiment top. Et j'ai déniché, une fois n'est pas coutume, un invité pour le podcast, un invité vraiment qui a un projet exceptionnel. Donc, vous allez voir, je l'enregistre avec lui vendredi. Je sais pas quand est-ce que je diffuserai, mais vendredi, nouvel épisode. Voilà, c'est une question, c'est marrant, c'est une question qu'on me pose jamais. C'est comment tu arrives à avoir autant d'invités? C'est même moi, je suis surpris, mais en fait, je suis maintenant pas mal dans les milieux, dans les événements. C'est la plupart du temps, je les rencontre dans des événements, ou alors on me les recommande, ou alors ils me contactent directement. J'essaye de varier un peu les invités. Donc, franchement, il faut pas toujours les invités que je trouve que je vous présente sur le podcast, ils ont toujours des choses très intéressantes à vous apprendre. C'est pas forcément tous des modèles à suivre et puis chacun est différent. J'ai notamment enregistré il y a peu avec un invité, il est ultra déterminé. Vous allez voir, l'épisode, il va paraître sûrement dans un mois. Vous serez peut-être un peu choqué du profil, mais voilà le monde tel qu'il est. Il y a des gens qui font des investissements, qui font du business de certaines façons, et je trouve ça toujours hyper intéressant et hyper enrichissant d'en apprendre de leur part. Voilà, quand on est investisseur, on aime bien parler avec d'autres investisseurs, mais il faut aussi rester ouvert au monde et prendre le meilleur chez certains et peut-être pas pas tout chez les mêmes personnes. Donc voilà, chacun a sa propre aversion au risque, ses propres ambitions, son propre mode de vie. Et ça, c'est vraiment un biais que je vous conseille vraiment d'essayer d'éviter dans la vie. C'est pas parce qu'une personne va dire quelque chose peut-être qui vous déplaît ou qui vous correspond pas qu'il ne faut pas écouter le reste de ce qu'il dit. L'exemple le plus typique, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Personnellement, c'est le livre qui a un peu changé ma vie, il y a 10 ans et dedans, il parle, par exemple, de d'avoir des assistants virtuels, dans des pays à bas coût. C'est quelque chose qui ne convient pas à beaucoup de monde et à juste titre. Moi, je le fais pas du tout, par exemple, mais c'est pas pour ça que le livre, il sert à rien et donc c'est un peu la même chose que, j'essaie que vous allez, la même démarche intellectuelle que vous allez avoir pour tous mes invités. Voilà, il y a des parents qui ont plein d'enfants, il y a des jeunes qui sont célibataires, qui ont 20 ans, il y a des personnes plus expérimentées. Il y en a, ils sont full business. Il y en a, ils veulent essayer d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, mettre une dose de sport dedans. Donc voilà, j'essaie vraiment de varier et en tout cas, c'est toujours un grand plaisir de voir tous les invités qui veulent passer sur le podcast, qui me font confiance et puis vous, avec les écoutes
qui me faites confiance chaque semaine. Donc là, l'épisode avec Dorine de la semaine dernière, il a bien fonctionné. Dorine, elle est pétillante, elle est pleine d'énergie, elle est super déterminée, elle sait ce qu'elle veut et elle sait où elle va. Donc très très bon épisode, j'étais ravi de le faire. Et puis en plus, c'était un peu un épisode du Grand Est, donc toujours une petite joie. En parlant de Grand Est, il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Donc pour ceux qui l'ont pas vu sur les stories, on va organiser un événement. Ce sera le 23 juin au plan d'eau de Brumat, à côté de Strasbourg. Si vous voulez participer, vous m'écrivez en fait, ou alors vous écrivez directement au Fun Park un petit mail pour leur dire que vous allez participer. Et puis voilà, je donnerai plus d'infos, notamment. Voilà, c'est pas des événements sur lesquels on fait de l'argent, mais sur le coup, sur les horaires d'arrivée et tout ça. Un peu plus tard, c'est quand même, voilà, on a pris de l'avance, c'est dans 2 mois, donc je pense qu'un mois avant un mois avant l'événement, on vous en dira plus sur comment on s'organise exactement. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? 7000 followers sur Instagram, ça y est. Ça fait très longtemps que je faisais plus la chasse aux followers, mais mine de rien, ça montait petit à petit. Là, 7000 followers, franchement, ça commence à faire. En fait, les followers, c'est un peu comme quand on achète un appartement et qu'on montre quand on achète un appartement au prix. Une bonne technique que j'enseigne notamment dans mes formations, c'est de montrer un peu sa capacité à s'endetter ou alors à avoir les moyens d'acheter l'appartement. Donc ça, il faut pas le faire tout le temps, mais quand c'est vraiment une bonne opportunité que vous allez payer le prix, c'est une technique à faire. En fait, les followers, c'est un peu pareil, c'est un gage de crédibilité, notamment pour avoir des invités sur le podcast. Donc merci de me suivre, merci de me partager. Comme toujours, il y en a plein. Il y a David, il y a Damien Fury, il y a Imo Locatif Invest. Il y en a toujours plein qui me partagent. Ça fait toujours trop plaisir. Lara également. Voilà, c'est toujours un merci pour le soutien. C'est comme ça, c'est grâce à vous que j'ai autant d'abonnés. Et puis voilà, c'est pas qu'un nombre, hein, mine de rien. J'étais à un spectacle il y a pas longtemps où on était 200, un spectacle d'un comédien qui est assez connu. Et je crois que ça faisait déjà une salle bien remplie. Donc là, quand on est 7000, c'est pareil avec les écoutes de podcasts, c'est plusieurs milliers d'écoutes chaque semaine. Donc c'est des vrais nombres, c'est des vraies personnes et ça fait trop plaisir. Et puis quand je vous rencontre en réel, c'est avec une grande joie. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est l'épisode. J'ai enregistré un épisode avec Tony. Tony, Une vie de liberté. C'était notre 6e épisode ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui adorent quand on fait des épisodes ensemble. On a fait un épisode un peu détendu et c'était un dimanche soir, un dimanche après-midi qu'on a enregistré. Ils ont voulu quitter la rat race et ils se sont ratés. Et on vous explique un peu tous les mauvais moves qu'on peut faire quand on essaye de quitter la rat race. Donc c'est paru chez Tony pendant que il profite du Japon. Il a l'air de vraiment bien apprécier. Donc si vous voulez écouter l'épisode, c'est un mélange vraiment, comme toujours entre Tony et moi, on essaye c'est toujours un très bon moment, très agréable et on vous donne des conseils. La forme est sur un peu le ton de la plaisanterie, mais le fond, il est sérieux. Tony et moi, on est des investisseurs très sérieux, hein. Je pense que dans nos milieux, enfin moi par exemple, on n'a jamais remis en doute le sérieux de mes investissements. Il y a personne dans la vie réelle qui m'a dit t'investis de façon complètement déraisonnée ou tu fais n'importe quoi. Je suis toujours la personne à qui on demande plutôt conseil. Mais voilà, et Tony, c'est pareil, c'est quelqu'un de très droit. Et donc, mais ça n'empêche pas que sur la forme, on fait un peu ce qu'on veut. C'est un peu aussi le but d'être un bon investisseur. Et puis, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait et aussi dans les podcasts. Sinon, on n'est pas là chaque semaine. Donc voilà, vous le savez, si vous voulez écouter l'épisode sur la chaîne de Tony, Une vie de liberté. Et dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est en fait le podcast privé, vous le savez, donc c'est la boîte à outils des investisseurs. Si vous ne le savez pas, on a un podcast privé avec Michel, mon associé, et dedans, on interview, enfin, on fait vraiment, on passe pas trop sur le parcours des invités, on passe vraiment sur un sujet concret. Et là, on a enregistré un épisode. D'ailleurs, en fait, c'était juste après. Limite, j'ai dû écourter l'épisode avec Tony parce que l'épisode était planifié avec Niels. Donc, on a enregistré un épisode de podcast privé avec Niels sur le mouvement FIRE. Donc, c'est Financial Independence Retired Early. Comment prendre sa retraite plus tôt. Donc, il y a plusieurs types de FIRE. Donc, il y a le Fat FIRE, le Lean FIRE. Niels, il nous explique tout ça. C'est vraiment un mouvement qui est très intéressant. Il nous explique toute sa stratégie pour prendre sa retraite plutôt que à 65 ans ou 67 ans, je sais pas combien, et surtout avec des moyens plus importants.
Donc il met la technique pas à pas. C'est un épisode très didactique qu'il a fait et en plus il prend son propre exemple. Il est très avancé dans tout ce qui est la connaissance du Fire et puis il a mis en place déjà beaucoup de choses dans ce sens. Donc c'est un super épisode qu'on a fait vraiment. La valeur ajoutée elle est énorme et notamment Niels. Donc il a un fichier de présentation et aussi il nous a fourni un fichier Excel de suivi des flux en fait, de nos flux. C'est vrai que moi je faisais toujours un suivi depuis des années de mon patrimoine, mais je faisais pas trop un suivi des flux. Et du coup, je l'ai fait. Ça, alors, il le dit, hein, Niels lui-même, ça prend du temps. Ça m'a pris, je pense, à peu près plus d'une heure, c'est sûr, entre 1 et 2 heures, pour mettre tous les flux de un mois. Bah, forcément, après, ça dépend combien vous avez d'appartements. Si vous avez 10 appartements, vous voyez que c'est déjà assez long. Si vous en avez moins, bah, ce sera plus rapide. Mais voilà, faire vraiment, regarder tous ces flux, regarder où l'argent part, regarder combien on dépense par rapport à ce qu'on encaisse, c'est c'est capital en fait dans cette quête d'indépendance financière ou alors de retraite anticipée. Et, euh, et ben Niels, voilà, il nous présente ça, il nous fournit le fichier. Donc si vous allez sur la boîte à outils des investisseurs, bien sûr, vous pouvez commencer et arrêter quand vous voulez. Il y a des personnes qui m'ont dit que le lien, il avait un problème sur mon site grosbillet.com. Donc j'ai réglé ça, c'est bon, ça fonctionne. Ou alors de toute façon, vous avez le lien dans la description du podcast boîteabillets.com. Et dessus, notamment, vous avez déjà 25 épisodes qui ont été diffusés. Tous les épisodes, franchement, ils sont de super bonne qualité. Et on en est très fiers. Mais là, l'épisode avec Niels, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un de très très sérieux. Il fait les choses et de très sympathique. C'est pas, voilà, je suis entouré de gens comme ça. Voilà, on attire sur moi un peu ce qu'on est. Mais en tout cas, Niels, donc très sérieux dans sa démarche, il nous explique très bien. Et donc vous allez voir, l'épisode, il dure plus d'1 heure. Franchement, ça pourrait être une formation à elle toute seule. Mais Niels, il nous explique, voilà, les coûts, à quoi il faut faire attention ou non, quand on a des enfants ou non, si on veut une voiture, si on en a besoin, si on n'en a pas besoin, quel type de voiture acheter, son métier, comment optimiser les flux et tout ça, comment réduire les coûts, sur quoi il faut transiger, sur quoi il faut pas transiger. Donc très très gros épisode sur le podcast privé, donc boîteabillets.com. Et ça coûte le prix de Netflix. Si vous demandez combien ça coûte le prix de Netflix. En plus, vous avez accès, à tous les épisodes qui sont diffusés. On fait de temps en temps des appels de groupe et vous avez une réduction sur mes formations. Qui plus est. Donc voilà, boîteabillets.com. Vous pouvez vous rendre sur le site et vous aurez l'épisode avec Niels. Et l'épisode suivant, ce sera mon épisode sur l'intelligence artificielle, comment je m'en sers dans mes activités diverses, dans ma vie privée et dans les activités diverses. Je vous fais des petites démos parce que ça fait 1 an et demi que je me sers des IA et que ça a clairement changé le game. Donc voilà, on attaque l'épisode avec Vincent. Prenez vos cahiers, vos stylos ou vos fichiers Excel et prenez note des super conseils qu'il va vous donner. 5 SCI, quand on est salarié, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en sont là. Donc félicitations à toi Vincent et on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour, bonsoir, hein, selon si vous êtes un travailleur acharné ou un adepte de la salle de sport tôt le matin. Aujourd'hui, on reçoit Vincent, qui est le salarié investisseur sur les réseaux. On s'était croisé il y a plus d'1 an, on a parlé vite fait en off. Ça fait bien 6 mois qu'on essaye de trouver une date. Et là, on y est, le samedi matin, on a le temps, on est bien. Salut Vincent, comment ça va? Écoute, je te laisse te C'est présenter bien. et puis tu peux nous raconter un peu, comme je le dis souvent, une petite anecdote ingrate que tu as pu avoir. Et puis ensuite, on enchaînera sur... donc toi, t'as 30 ans, t'as vraiment bien enchaîné, t'as 5 SCI, enfin voilà, on a 1 million de choses à se raconter. Donc je te laisse te présenter et puis ouais, tu peux nous raconter une petite anecdote ingrate euh, propre à ton statut de salarié investisseur probablement. Exactement. Déjà, un grand merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. C'est vrai que ça fait de nombreux mois qu'on cherche une date, qu'on reporte parce qu'on a chacun des agendas très chargés, mais on est enfin là ce matin pour discuter. Il y a plein de sujets qu'on a évoqués en off et qu'on va développer ensemble. Donc, c'est super. Moi, pour me présenter rapidement, je m'appelle Vincent. Je me présente sous le pseudo Le Salarié Investisseur sur les réseaux parce que c'est une double casquette que je mets en avant et qu'on aura l'occasion de développer. J'ai 30 ans, j'habite en région parisienne et effectivement, je suis
salarié investisseur dans le sens où je suis toujours salarié dans le secteur du privé. Je travaille dans le secteur de la finance la semaine et le week-end, je change de casquette et je me transforme en investisseur immobilier puisque j'investis dans l'immobilier depuis 2018. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive à un certain stade, j'ai une vingtaine d'appartements et c'est ce que je mets en avant et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Une anecdote ingrate, c'est on en parlait juste à l'instant. Je travaille dans le secteur de la finance. C'est un milieu qui est très exigeant. On a des clients qui veulent respecter certaines échéances qui sont très courtes. Et j'ai déjà travaillé avec un client qui avait la fâcheuse habitude de positionner des réunions un vendredi. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que les réunions démarraient à 20h30 le vendredi. Et en fait, quand c'est exceptionnel, à la limite, on peut le comprendre. Quand ça dure un mois, 2 mois, ça commence à être un peu compliqué. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis notamment si t'as fait, en général, la semaine, tu rentres pas chez toi à 17h, quoi. Donc, c'est sûr que le vendredi, Ouais, c'est vrai. compliqué. C'est vrai que c'est Compliqué. un job. Bon, on va le développer. Moi, c'est vrai que je suis dans le conseil, dans le secteur de la finance. C'est un job qui est très prenant. Donc, ça a des inconvénients pour développer justement cette partie investissement parce qu'il y a des contraintes géographiques, des contraintes de temps qui sont très fortes. Néanmoins, ça apprend à te structurer très vite pour développer voilà des qualités, pour aller euh, pitcher finalement un projet auprès des banques, pour aller dans le détail pour creuser, analyser un bien, poser des questions, être exigeant auprès des différents partenaires, que ce soit agents immobiliers, notaires, etc. Donc on s'y retrouve. C'est un équilibre qui est pas simple à trouver, mais globalement il y a pas que des inconvénients, il y a aussi pas mal d'avantages qu'on va développer. Yes. Ok, trop bien. C'est super intéressant. En fait, je sors d'une semaine, pour rien te cacher, j'ai eu ma voiture au garage et j'ai eu 1 million d'histoires de non-professionnalisme à la fois chez Audi et dans un autre garage. Et je suis toujours impressionné du non-professionnalisme des gens. Et pareil, en fait, moi, je fais quasiment tout le temps les visites moi-même pour mettre des locataires. Là, j'avais un bien qui se libérait avec 3 mois de préavis, donc en fait, j'ai un gestionnaire dont je suis plutôt satisfait, mais il délègue en gros la partie visite quand il faut mettre en location. Et là, ça va faire 3 mois. Le bien, il est toujours pas loué. Je suis retombé sur des... Donc bon, les gens sont toujours en préavis. Je suis tombé sur les annonces, j'ai pété un plomb. Et en fait, c'est le manque de professionnalisme des gens, mais dans tous les secteurs, c'est incroyable. Donc toi, quand tu as une certaine rigueur, enfin, ça peut vite te faire vriller, mais en tout cas, c'est un gros avantage sur beaucoup de gens. Écoute, on peut peut-être commencer normalement. J'aime bien dire ce que les gens font maintenant. Donc là, tu nous l'as un peu expliqué. Peut-être les études, d'où tu viens. Et parce que en fait, donc toi, tu es dans la finance. La finance, c'est souvent à Paris. Paris, c'est pas la zone la plus rentable de France. Plafonnement des loyers, prix qui crève le plafond. Donc ouais, peut-être d'où tu viens, comment t'es arrivé à Paris, et puis après, Yes. peut-être tu peux nous dire un peu, t'es pas obligé de nous raconter toute ta vie en détail, mais les salaires que tu avais au début, quand tu as commencé à investir et tout ça, qu'on ait un peu un ordre d'idée Ouais, tout à fait. voilà, de comment tu as Ok. pu te lancer. Moi, j'ai grandi sur la Côte d'Azur, donc c'est ma région de cœur. J'y suis très attaché. Et pour terminer mes études en école d'ingé et de commerce, j'ai dû monter à Paris. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé mon premier job à Paris. C'est vrai que je travaille dans le secteur du conseil et dans le secteur de la finance. Donc c'est un secteur d'activité qui est très concentré à Paris. On peut le comprendre parce qu'en fait, je travaille pour voilà des sièges sociaux d'entreprise dans le secteur de la banque et de l'assurance. La plupart des sièges sociaux sont à Paris. Donc naturellement, une grosse partie de l'activité est à Paris. Donc j'ai fait une classe prépa après mon bac dans le sud de la France. Et après cette classe prépa, je suis monté à Paris avec ma petite valise pour terminer mes études et commencer à Yes. travailler. L'avantage, alors j'ai fait des études qui sont assez longues, donc bac plus 5, dans un secteur qui est, je pense, toujours assez porteur. Donc l'avantage, c'est que j'ai trouvé un CDI très rapidement après la fin de mes études. Donc j'ai pu être entre guillemets sexy auprès des banques pour commencer à investir très tôt et aussi me constituer une épargne que je pouvais mettre en avant. En termes de chiffres, j'étais pas mal, j'étais autour des 2500 euros par mois sur mes premiers jobs. Donc c'est vrai que c'est un salaire qui était confortable, même si c'était en région parisienne. Il faut remettre ça dans son contexte. Mais c'est vrai que ça m'a permis de construire une situation
plutôt favorable à l'investissement immobilier. C'est sûr. Yes. Après, on était sur d'autres contraintes. C'était des contraintes de temps, parce que j'avais des agendas Mm. qui étaient forcément très chargés. Donc, pour caler des rendez-vous ou des visites en semaine, c'était très compliqué. Tu finis la semaine, tu es sur les rotules, et donc il Mm. faut se faire un peu violence pour essayer de caser ça dans un agenda qui explose. Yes, trop intéressant. Après, le gros avantage, moi, j'étais auditeur financier quand j'ai commencé à travailler, c'est que tu épargnes à fond, parce qu'en fait, moi, je rentrais vers 22 heures à peu près, c'était l'heure moyenne. Donc, je m'arrêtais à la station, parfois, acheter une bouteille de rosé le vendredi soir, tu vois. C'était ça pour boire avec ma compagne de l'époque. Et puis, en gros, j'avais épargné, mais c'était un truc de. Enfin, voilà, mes revenus maintenant, bon, c'est un peu dur à chiffrer parce qu'il y en a plein, mais je veux dire, proportionnellement, j'ai épargné quasiment la moitié de mes revenus, alors que maintenant, Mm. c'est plus vraiment le cas, parce que la vie, la vie se passe autrement. Mais tu voyages pas, t'es mort, tu vas, enfin, t'épargnes énormément. Moi, la première année, j'avais épargné quasiment 20 000 euros, je me rappelle, Ah ouais. parce que, bah, voilà. Et puis en plus, j'avais mon train de vie d'étudiant. Donc mes potes, il y en avait qui étaient encore étudiants, il y en avait, donc voilà, on Ouais, partait en vacances, tu louais une ouais, maison à 6, je sais c'est pas, sûr. même pas 1000 euros. Et ça, C'est c'était c'est drôle, un bon c'est point. drôle que tu parles de train de vie d'étudiant parce que ça me fait penser à une anecdote qui est très forte et qui est très qui marque vraiment le point de départ dans mon parcours d'investisseur. En fait, je sortais de mes études, je commence un boulot à Paris. Et forcément, je reste en contact avec mes amis que j'ai rencontrés en école d'ingénieur et en école de commerce. Et il se trouve que un ami a une peine de cœur, se sépare de sa copine et se retrouve avec un appart assez grand en région parisienne et donc avec un loyer qu'il ne peut pas assumer tout seul. Moi, j'étais en fin de bail sur ma résidence étudiante. Il se trouve que je devais trouver un logement. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé en colocation avec cet ami. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que bah, naturellement, on avait aussi un train de vie étudiant, c'est-à-dire que le soir, on pouvait avoir tendance à allumer la Xbox ou la Play, à jouer à la FIFA, Mhm. etc. Et un Ça coûte soir, moins cher qu'aller au resto, hein. ça coûte moins cher qu'aller au resto, c'est sûr, c'est sûr. Et puis entre amis, c'est toujours aussi sympa. Ouais. Euh, et en fait, un soir, cet ami me dit, écoute, j'ai entendu parler d'une vidéo ou d'un gars qui parle immobilier sur YouTube. Est-ce que ça te dirait que on regarde ça et que finalement on remplace une partie de FIFA par une vidéo YouTube? Moi, j'avais aucune connaissance dans le secteur de l'immobilier et de l'investissement immobilier au sens large. Je suis pas issu d'une famille qui a investi massivement dans l'immobilier, donc j'étais complètement novice, assez curieux, parce que c'est vrai qu'on était à je sais pas 6 mois, un an de d'entrer dans la vie active, donc tu rentres finalement dans une certaine routine, etc. Donc pour casser cette routine, je me suis dit bah écoute, allons-y, on n'a rien à perdre, on se met sur le canapé et ah, allô, est-ce que tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, hein. Ah, excuse-moi, il y a eu un petit bug de mon côté. Tu Hop, m'entends c'est bon. là? Oui, c'est bon. Yes. Excuse-moi. Ok. Et donc, curieux, on s'est mis comme ça une soirée à regarder des vidéos YouTube sur l'immobilier. Et en fait, quand on a compris les grands principes avec la dette bancaire, le fait que ton locataire rembourse une partie de ta dette, etc., que tu peux même aller chercher du cash flow, on s'est dit que le business model était quand même assez intéressant, que on était dans une phase de notre vie qui qui se prêtait bien à cet investissement parce qu'on était jeunes, pas de charge familiale, un job en CDI. Et donc on s'est dit bah vas-y, viens on creuse un peu le sujet parce que sur le papier comme ça semble intéressant. Mm. Et comme on était en colocation, bah, finalement on avait plein de temps ensemble à passer. Tous les soirs on les passait Yes. ensemble et progressivement on a remplacé bah, les matchs FIFA par des vidéos YouTube sur l'immobilier. Et pour la petite anecdote, c'est très sympa parce que on a passé 6 à 8 mois comme ça, vraiment très théorique, à se former, à lire des articles sur Internet, à rencontrer des professionnels. On a rencontré des experts comptables, on a rencontré un avocat en droit des sociétés, parce qu'on avait plein de questions très précises. On était tous les deux complètement novices, on avait le même cursus. Et, euh, et en fait, au bout de 6 à 8 mois, on a décidé de passer à l'action. On a fait des visites ensemble, des visites d'appartements. Donc fatalement, on rentrera dans le détail plus tard, mais on a dû quitter la région parisienne et prendre la voiture des samedis matins pour aller Mm. chercher des zones un peu plus accessibles. Et il se trouve qu'on a acheté nos premiers appartements ensemble, en association, Ok. en SCI. Donc c'est en grande Trop bien. partie grâce à cet ami.
Et grâce à ces anecdotes et finalement ce schéma de vie en colocation, que Ouais. j'ai découvert l'immobilier et que j'ai mis un premier grand pas dans l'investissement immobilier puisque on a acheté 2 appartements ensemble, exploités en colocation en 2018 et que je possède encore aujourd'hui dans mon portefeuille. Ouais, trop intéressant. C'est vrai que c'est trop puissant hein, quand tu y penses. Bah, tu vois, moi, j'ai un associé dans l'immobilier qui maintenant est au Canada, donc parfois c'est un peu compliqué de s'appeler et tout. Mais franchement, tout ce qu'on pourrait faire, c'est en habiter ensemble. Après, c'est peut-être pas un souhait ni pour lui ni pour moi, mais je veux dire, parce que maintenant on a vieilli aussi, mais si t'es comme ça, bah en fait, t'as tout. Le temps, il a rien à voir, quoi. Je veux dire, tu peux t'appeler 3 fois par semaine, ou alors t'es tous les jours avec ton C'est pote sûr, là, t'as les mêmes trucs, ça va trop vite, trop puissant. Et en plus, vous aviez un train de vie en coloc, quoi. Donc, je suppose que c'était pas plus les objectifs communs et tout ça. Trop bien. exactement. Ouais. Normalement, les séparations, ça coûte. Bah là, vous, ça vous a rapporté. Donc, Bah oui, c'est clair. Et puis, en fait, de fil en aiguille, bah, comme on était en colocation, on dépensait pas trop en loyer, donc on avait hmm, une capacité d'épargne qui était un peu plus importante. Comme on avait fait les mêmes études, on avait à peu près le même niveau de vie, donc on avait à peu près la même ambition, les mêmes objectifs, etc. Donc on avait des profils qui se prêtaient bien à l'association, hmm. euh, et donc ça s'est fait naturellement et ça s'est bien passé. Et même si j'ai fait par la suite d'autres projets sans cette association, bah, ça n'empêche pas le fait que c'est en grande partie grâce à lui et grâce à cette première association que j'ai pu découvrir l'investissement immobilier, découvrir le principe des SCI, faire des points avec des experts sur certains sujets pour approfondir certains thèmes et mettre à profit toute cette expérience pour répliquer certains investissements sur d'autres types d'associations. Yes. Bah, écoute, on peut y venir du coup. Donc là, en ce moment, tu as 5 SCI. Ouais. Euh, donc il y a plein de gens qui en ont pas, ou tout à l'IS, je suppose, J'en ai 4 à l'IS et une à l'impôt sur le et, revenu. et une à l'impôt sur le revenu, ok. Pourquoi on crée 5 SCI? Tu peux peut-être nous dire. Ouais. Je pense que Alors n'importe qui a toujours une petite idée, mais bon, voilà, tu peux nous expliquer peut-être ouais, dans comment mon ça se cas, passe. c'est très lié à des associations qui sont différentes. J'ai une première SCI où je suis effectivement associé avec cet ami de longue date. J'ai une autre SCI que j'ai constituée après, une SCI familiale où je suis associé avec certains membres de ma famille. Et j'ai aussi créé d'autres SCI où plus tard dans mon parcours d'investisseur, je me suis associé avec ma holding. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est des schémas un petit peu plus poussés. Donc ça correspond à plusieurs choses. Une association qui est différente, des types de projets qui sont différents. On a des projets type résidence principale que j'ai aussi fait passer en SCI, ou vraiment pur investissement locatif, auquel cas le régime fiscal est un peu différent, etc. Donc voilà, c'est essentiellement ces deux drivers, l'association et le type de projet, qui m'ont poussé à créer différentes SCI. Ok. Bah écoute, on va peut-être, si tu veux, on les passe une par une, comme ça on va voir ensemble. Donc tu as celle avec ton ami. Pourquoi vous êtes arrêté à deux? Enfin, déjà, c'est bien d'avoir fait deux, mais est-ce qu'après, vous vouliez pas continuer? Vous aviez des projets différents? Vous vouliez acheter chacun de votre côté? Oui, Euh, c'est un peu ça. Alors concrètement, on a acheté 2 appartements. Ces 2 appartements sont aujourd'hui exploités en colocation. Donc c'était quand même enfin c'était une taille de projet qui était assez grosse pour démarrer puisqu'on est sur un peu plus de 300 000 euros d'acquisition au total. Euh, et, euh, et par la suite, il se trouve qu'on avait des trajectoires, des moments de vie qui étaient un peu différents, avec des rencontres amoureuses pour certains, etc. Je rentre pas dans le détail, mais moi j'avais toujours cette soif de monter très vite sur d'autres projets. Il y avait peut-être un peu moins d'entrain de l'autre côté. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à aller chercher d'autres associations et d'autres types de projets, ce qui n'empêche pas à l'avenir que peut-être je referai d'autres projets en association avec lui. ok. Donc Et ça, tu peux nous c'est dire la... les colocs, combien, donc 300 000, combien vous rapporte, combien il y a de locataires? Euh, Alors, on a un projet de colocation qui est assez standard puisqu'on est à 75 mètres carrés, 3 chambres en colocation. On a un autre appart qui est un peu plus exotique, 140 mètres carrés, 6 chambres en colocation. ok. Donc là, c'était un gros projet on était sur 110 000 euros d'acquisition et 90 000 euros de travaux. Donc beaucoup de travaux à gérer pour un premier projet, Rajouter puisqu'en des pièces d'eau.
T'as rajouté des pièces Ah, d'eau, en je fait, pense. on a cassé toutes les cloisons, on a Ok, revu complètement l'aménagement intérieur, on a réaffecté les pièces parce que forcément, c'était deux apparts de 70 mètres carrés qui ok, étaient déjà réunis et l'objectif était de les réaménager complètement pour avoir des tailles de chambres qui étaient intéressantes pour de la coloc, avec effectivement des critères très précis, type deux salles de bain, deux WC séparés, une grande cuisine ouverte et un grand salon. Voilà. ok. Et donc sur cet exemple, euh, les financements, donc c'était en 2018, c'était un peu différent. On avait obtenu un 110% sur une SCI à l'IS, sur un projet où on était sur 110 000 d'acquisition, 90 000 euros de travaux. Et les six chambres sont louées 400 euros charges comprises par mois. Donc on est Ok. sur 2400 euros de loyer pour un projet à peu près 200 000. Donc on est sur des rendements assez sympas. Yes. Qui sont, Intéressant. enfin c'est assez normal dans le sens où c'est de la colocation. Donc on Hmm. a des rendements sympas. La contrepartie, c'est qu'il y a un temps de gestion qui est beaucoup plus important Bien sûr. parce qu'on a des baux qui sont plus courts. On est sur des baux de 6 mois, 1 an, 2 ans max. Donc forcément, il y a beaucoup plus de turnover. À chaque fois, c'est de la prospection. Il faut faire le dossier, constituer le bail, etc. Mais bon, on Hmm. n'a rien sans rien. Si on a Voilà, du c'est rendement, ça. c'est que forcément en Sans face, il y a un petit peu plus. le temps, l'argent et l'énergie sont, tu peux pas tout avoir dans la vie. Enfin, c'est étroitement lié, quoi. Ouais, Plus tu veux d'argent, plus faut mettre de temps et d'énergie, grosso modo. Et voilà. Ok, bah tu peux peut-être nous raconter. T'es pas obligé de nous dire les villes précises, mais vu que t'es à Paris, comment vous avez fait pour identifier les zones et peut-être après pour les autres biens. On sait que c'est un gros problème. Les Parisiens, moi, je suis très content. Ils vont souvent vers l'ouest. Ils viennent pas chez nous. Donc, merci les gars. Vous viendrez vers l'est quand je vendrai. Tu peux, ouais. ouais, tu peux nous Bah, raconter un peu comment ça s'est passé? nous déjà, on avait à peu près la même situation dans le sens où on avait, ok, on avait une certaine capacité d'épargne parce qu'on était tous les deux en CDI à Paris. Pour autant, on n'avait pas d'héritage ou de patrimoine déjà Mhm. acquis. On partait vraiment de zéro. Et comme on avait quand même une certaine ambition avec l'immobilier et qu'on voulait pas corréler notre situation personnelle avec cet investissement, on a tout de suite opté pour le principe de la SCI à l'impôt sur les sociétés pour que ce soit vraiment que Mhm. la fiscalité soit indépendante de nos situations respectives. Et on voulait vraiment Peut-être être on à fait une toute cash. petite parenthèse pour les gens vraiment débutants. Quand tu as une SCI à l'IS, en gros, c'est tout se passe dans la société. On va dire, tant que toi, tu ne distribues pas d'argent, que tu n'en récupères pas, tout reste à l'échelle de la société. Donc, si tu as une personne qui gagne beaucoup plus qu'une autre, ça va rien changer à ta fiscalité personnelle. La SCI, elle paye forcément les impôts quand il y a des bénéfices. Normalement, ça met du temps à arriver. Et, euh, Ouais, mais en tout cas, ça va pas impacter les tranches d'imposition. Si tu es marié, tout ça, ça va pas impacter l'imposition de ta femme tant que ça reste dans la société. C'est vraiment, faut voir ça comme une structure à part. tout à fait. Parce que certes, on était très jeunes, on avait 23 ans, donc forcément un peu foufou, mais on s'est dit dès le début que on savait très bien que on allait prendre des trajectoires de vie potentiellement différentes. Peut-être qu'on allait, je sais pas, se marier chacun de son côté, déménager à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, complètement se désintéresser de l'immobilier à un certain stade, etc. Mhm. Donc, on voulait pas que ces changements de vie qui allaient probablement arriver aient un impact sur la gestion de la société. Et Mhm. donc, on voulait vraiment créer un bloc, mais indépendant de notre situation personnelle. Et donc, en l'occurrence, à l'impôt sur les sociétés, c'était pas le seul driver, mais c'était un driver assez Mhm. important. Euh, et donc tout ça pour dire que c'est ce qui nous a en partie fait choisir la SCI à l'IS. Donc après, effectivement, on était en région parisienne et on voulait absolument partir sur un projet à cash flow positif. Donc quand on dit cash flow positif, c'est effectivement que les rentrées d'argent couvrent déjà toutes les charges. On parle du remboursement du crédit, on parle, comme on faisait de la location meublée, on parle aussi des charges d'électricité, de chauffage, des charges de copro, etc. Et qu'une fois qu'on a remboursé toutes les charges, il nous reste un petit matelas, ce qu'on appelle le cash flow, euh, qui pourra nous servir à réinvestir sur d'autres projets. Comme c'était notre
tout premier projet, qu'on avait quand même pas mal d'ambition, qu'on voulait répliquer, c'était un critère qui était très important pour ne pas se gréver de taux d'endettement, de Hmm. capacité d'épargne, etc. Donc voilà, c'était un deuxième driver qui était d'être à cash flow positif. Partant de ce constat, c'est vrai qu'on a très vite rayé Paris de notre liste. Sixième, septième, huitième arrondissement, tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué, en fait, pourquoi? Parce que tu as un prix d'achat au mètre carré qui est tellement énorme et qui se répercute pas dans les mêmes proportions sur le loyer au mètre carré Hmm. que fatalement ton rendement il est très faible. Alors certes, t'as aucun risque parce que t'as très très peu de vacances locatives, t'as une tension locative qui est extrême. Donc en termes de gestion, c'est très simple. En termes de liquidité, c'est aussi assez simple, surtout en 2018, même si maintenant tu as un petit peu plus de difficultés, mais ça reste beaucoup plus liquide qu'ailleurs en France. Mais la contrepartie, c'est que t'as pas un rendement qui est fou. Et donc, ça Hmm. collait pas à notre critère de cash flow positif. On allait forcément se gréver du taux d'endettement et de la capacité d'épargne si on partait dans nos villes qui étaient juste autour de notre lieu d'habitation. Donc, fatalement, on devait prendre notre voiture, ou un train pour s'éloigner, aller dans des villes de région où le prix d'achat au mètre carré est beaucoup plus faible pour aller chercher du rendement qui est plus intéressant. Il se trouve que lui aussi était consultant, donc on avait des réflexes communs qui étaient par exemple de prendre une feuille Excel et d'aller chercher de la donnée sur des sites type l'INSEE où on regardait finalement le nombre d'habitants, le taux de chômage, la proportion de propriétaires, etc. On a croisé toutes ces données et ça nous donnait finalement une shortlist de villes qui pouvaient correspondre à nos critères propres. Et après, on a fait un travail de prospection assez approfondi où on passait du temps sur les premiers sites d'annonces, Le Bon Coin, Se Loger, etc., pour voir un petit peu ce que ça donnait, s'il y avait des projets qui étaient intéressants. Puis après, on a commencé à se déplacer dans ces villes-là pour être au contact du terrain, rencontrer des agents qui nous expliquent un petit peu, voilà, le dynamisme de la ville, les projets d'urbanisme, etc. Puis c'est toujours bien de se déplacer pour s'imprégner de l'ambiance de la Bien ville, je sûr. trouve. Et donc, on a restreint comme ça, finalement, nos choix de ville. Et puis après, on a multiplié les visites pour trouver la pépite pour commencer. Et après de nombreuses visites, hein, je crois qu'on était à une vingtaine de visites, euh, on a, euh, on a sélectionné nos biens, fait des offres. Et puis après, la suite du process s'est déroulée jusqu'à l'acquisition de ces biens. Yes. Trop intéressant. Voilà, vous voyez comment faire. Bah, c'est un peu de la façon dont je procède aussi. En fait, c'est marrant quand tu parlais de fichiers Excel. Moi, avant les apparts, j'achetais, je revendais des voitures pour rouler gratuitement. Et en fait, je faisais un truc, c'était exactement pareil. À la base, au bout d'un moment, j'avais un peu le réflexe, donc j'arrivais un peu à voir les voitures qui étaient un peu sous la cote. Après, j'allais les chercher sur la centrale, je crois, ou puis ensuite, je faisais un tableau et c'était le prix versus la cote, quoi. Et Ouais. après, j'appelais dans l'ordre les plus décotés pour voir s'il y avait une raison ou non. Et puis c'est comme ça que j'ai roulé gratuitement, même en Porsche, en Audi et tout, des années, grâce à même en gagnant un peu d'argent. Donc voilà. Et après, bah, sur l'IMO, c'est pareil, hein, les tableaux, tout ça, on connaît. Ok, bah, trop intéressant. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des types de locations qui fonctionnent à peu près partout. Autant la colocation, faut vraiment qu'il y ait de la tension, surtout quand tu as des apparts de 6. Moi, je le vois bien, j'ai pas mal d'apparts dans deux villes. Et il y en a une qui est beaucoup plus tendue que l'autre et elle se prête bien à la colocation. Et même si j'en ai encore dans d'autres villes, mais en tout cas, dans les deux principales villes, je vois bien la différence. Et il y en a une où jamais j'achèterai de coloc parce que je sais très bien que la demande, elle est pas assez tendue. Ok, top. Donc, on a fait ta première SCI. Comment t'as trouvé? C'est à combien de temps de chez toi? Juste parce On que est c'est une sur, coloc. oui, on est sur un projet de moins de 3 heures de déplacement Ok. en voiture-train depuis Paris. Pourquoi? Parce que ça nous permettait d'y aller sur un samedi. En Hmm. fait, c'est ça, parce que du lundi au vendredi, on était tous très chargés et en fait, on pouvait pas se permettre le soir d'aller faire des visites. Donc, Yeah. on sanctuarisait nos samedis et on se disait qu'est-ce qui est admissible pour faire un Hmm. aller-retour sur la journée, Hmm. que ce soit pour faire de la prospection, que ce soit pour faire Gestion des bah, travaux, tout ça. voilà, gestion des travaux, suivi, etc. Voilà. Donc, Ok. c'était ça notre critère. Ok. Et avant qu'on enchaîne, est-ce que vous êtes répartis? Parce que nous, on a mis beaucoup de temps à faire ça et au début, il y a eu quelques ratés. Comment vous êtes répartis un peu là, qui fait quoi?
Comment ça se passe? C'est encore maintenant, peut-être. Par exemple, il y a un Ouais, locataire qui dit qu'il part, qui fait l'annonce, qui fait les visites, qui signe le bail, tout ça. ça c'est une excellente question. En fait, je pense que c'est très variable en fonction des profils des associés. Tu peux avoir des profils qui sont vraiment complémentaires, où certains va avoir sa spécialité. Typiquement, je suis ultra bon en automatisation, ou alors je suis ultra bon en feeling avec les locataires pour sentir un peu le profil. Nous, c'était pas notre cas. On avait les mêmes profils, c'est-à-dire qu'on Mhm. était un peu matrixé consultant, feuille Excel, etc. Et tout ce qui est, par exemple, je dis n'importe quoi, créativité ou connaissance fine des travaux, c'était pas du tout notre truc. Euh, donc c'est vrai que la répartition des tâches était pas évidente parce qu'en fait on était très bon sur les mêmes tâches et très mauvais sur les mêmes tâches. Mais pour autant, on s'est dit comment on veut avancer déjà sur la répartition. Est-ce qu'on se met sur un 50-50? Est-ce qu'on met sur un 75-25? Comme on avait à peu près la même situation patrimoniale et qu'on allait mettre assez peu d'apports et que le peu d'apports on allait le mettre à peu près équivalent chacun et qu'on avait comme projet de gérer ça de front tous les deux, on est parti sur une répartition à 50-50 qui donne déjà une première indication sur la répartition au moins de la charge de travail. C'est-à-dire que on allait de fait gérer à peu près la même charge de travail tous les deux. Il se trouve que pour le démarrage, comme on était en colocation, ça allait très simple pour se synchroniser qui fait quoi. C'est-à-dire que on rentrait le soir et en fait on se disait bon il y a ça à faire et puis on se mettait en task force de travail sur la table du salon et puis on avançait de front en discutant comme ça. Il se trouve que maintenant chacun on a déménagé et en fait grâce à l'expérience de gestion des premières années, on s'est rendu compte qu'on était plus ou moins fort sur certains domaines quand même. Lui, par exemple, est assez fort pour créer des petits outils pour automatiser certaines tâches, la rédaction de bail à partir des fichiers qu'on reçoit, etc. Donc toute cette partie-là, c'est plutôt lui qui la gère. Tout ce qui est par contre partie avec la gestion des partenaires, que ce soit un petit artisan en cas de dégâts des eaux, que ce soit l'assurance pour bien gérer la suite avec l'assurance PNO, etc. C'est plutôt moi qui gère cette partie partenariat. Euh, voilà, donc ça s'est fait naturellement Mhm. et c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui avec un principe assez simple, c'est-à-dire qu'on a créé une adresse mail, un truc tout bête, mais on a créé une adresse mail dédiée qui redirige tous les mails de la SCI vers nos adresses mail respectives. Comme ça déjà, on voit tous les deux tout ce qui se passe comme activité et après au quotidien, avec un fil WhatsApp et des vocaux, on arrive assez facilement à se répartir le travail. Yes. Ouais, ben, nous, on a aussi une adresse mail pour toutes les charges de copro et tout ça, Ouais. commune. Ok, mais il y a encore des gens qui envoient des courriers. Ah ouais, Ça nous a déjà joué des tout à tours. fait. Ok. Donc là, on a fait la première SCI. On va essayer d'aller un peu plus vite sur les autres. Du coup, je pense que c'est assez intéressant. Tu as ta RP en SCI, Oui, notamment mon expert comptable, que je salue, qui écoute les podcasts. Il l'avait fait, je sais pas s'il l'a fait sur sa maison, mais en tout cas, il l'avait fait sur l'appartement qu'il avait auparavant. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as pris cette décision? Voilà. Qui oui. sont les associés et pourquoi selon toi c'est intéressant? Sachant que si je dis pas de bêtises, ça te prive de l'exonération sur la plus-value. Je suis pas sûr, Non, mais non, ah justement. ok, Ouais, ok, ça c'était un point qui était très important dans la prise de décision parce que effectivement, nous c'était un vrai projet de résidence principale. On est en plus dans un secteur qui, je pense, prend de la valeur, qui est beaucoup plus patrimonial du fait de mon lieu de géographique de résidence. Et donc ce point était très important. C'est vrai que si on se privait de l'exonération d'impôt sur la plus-value, je ne serais pas parti sur un projet ok, en SCI. En l'occurrence, si tu restes à l'impôt sur le revenu, ok. euh, C'est pour ça que et tu es à l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est si t'es exactement, en SCLIS là tu l'as pas, mais si t'es en exactement. SCLIR là tu l'as. Ok, ouais. Donc pourquoi la SCI? Pour plusieurs raisons. Déjà, on est plusieurs associés, on est plus que deux. Il y avait un petit peu d'apport sur certaines parties, donc ça permettait de faire une association qui était propre dans le sens où on a pu rédiger tout ce qui est pacte d'associés, euh, voilà, assez proprement. Ok, Deuxième critère, euh, on ne savait pas dans la durée si on allait le conserver, le revendre, le mettre en gestion euh, à horizon 5-10 ans.
Comme c'est Mm. un appart voilà qui fait un peu moins de 50 mètres carrés, on se doute bien qu'on va pas passer toute notre vie dans cet appart. Et donc, on n'était pas tout à fait fixé sur l'avenir. Et l'avantage de la SCI, c'est qu'en fait, tu es assez libre, que ce soit sur le régime fiscal, sur le mode de location, parce que si on reste à l'IR, en fait, c'est un peu comme si on le détenait en nom propre. On peut être exonéré d'impôt sur la plus-value. Donc, en fait, on se pose pas de questions. Si jamais on veut le mettre en location meublée, on peut tout à fait basculer la SCI à l'impôt sur les sociétés et partir sur un vrai projet comme un Comme investissement tu l'as fait pour locatif. les autres, en fait. Ouais. Voilà, Ok. comme je l'ai fait pour les autres, et donc avec les mêmes bénéfices, c'est-à-dire profiter des amortissements comptables et donc réduire ton assiette fiscale sur les premières années, etc., etc. Dernier critère, c'est que je savais de mon côté que j'avais une holding patrimoniale qui était créée avec d'autres projets d'investissement locatif, des projets peut-être de société commerciale avec une activité de marchand de biens, et finalement ça créait un ensemble qui était assez cohérent d'un point de vue fiscal, gestion de la Pour remonter trésorerie. Voilà. éventuellement les flux. Tout ça. Ok. Donc c'est ces trois raisons majeures qui nous ont poussé à prendre la résidence principale en SCI. C'est vrai que c'est assez exotique, mais si t'es à l'IR, finalement c'est assez transparent. Ok. Et est-ce que donc toi, tu payes un loyer à ta SCI? En fait, si t'es à l'impôt sur les sociétés, tu dois faire ça. Ok. Par contre, si tu es à l'impôt sur le revenu, non. Ta société peut te mettre à disposition gratuitement le logement. Donc très concrètement, on fait des apports en compte courant chaque mois pour payer le crédit, pour que la société paye le crédit. Ok. Top. Donc en fait, Et donc, en gros, ça, à part que t'as aucune contrainte supplémentaire par rapport à si tu l'avais en nom propre, en fait. oui, tout à fait. Parce que effectivement, à l'IS, tu as cette contrainte où tu dois verser un loyer. Et Hmm. donc, la société va payer de l'impôt sur ce loyer. En plus, tu dois être corrélé à une valeur de marché dans ton secteur. En Hmm. l'occurrence, la région parisienne, les loyers sont très chers. En plus de ça, c'est vrai que tu as de l'impôt sur la plus-value si tu as l'impôt sur les sociétés. Donc là, très concrètement, tant qu'on est dans ce mode où on vit vraiment dans la résidence principale, a priori, ça n'a pas un sens fou pour nous aujourd'hui d'être à l'impôt sur les sociétés. Par contre, on s'affranchit de toutes ces contraintes situées à l'impôt sur le revenu, où en fait, on fait des apports en compte courant pour que la société, qui est juste un intermédiaire mais complètement transparent, puisse payer les crédits. Et l'avenir, on verra si on le revend, auquel cas c'est une revente Hmm. comme si on était en nom propre ou si on bascule à l'impôt sur les sociétés. Et tu me coupes si je me trompe. Moi, j'ai pas de site à lire parce que je paye déjà beaucoup trop d'impôts, mais que j'ai quitté notre beau pays il y a un petit moment. Mais est-ce que tu peux me dire, en fait, dans mon esprit, tu peux passer de l'IR à l'IS, mais tu peux pas vraiment passer de l'IS à l'IR, c'est ça, non? C'est Sur la ça. SCI. Alors, c'est ça, sauf sur je crois que tu as, sur les 5 premiers exercices où tu as basculé à l'IS, tu peux revenir à l'impôt sur le revenu. Ok. Ouais. Donc, c'est pas complètement irréversible. Je crois que tu as un petit délai dans lequel tu peux revenir en arrière, mais la logique générale, tu l'as, c'est ça. C'est-à-dire, Ok. une fois que tu as basculé, en général, tu restes à l'IS. Ok. Et est-ce que il y a des contraintes particulières que tu vois par rapport à la détention en nom propre? Ouais, déjà, il y a la barrière de la création de la SCI qui peut être une barrière pour certains. Nous, c'est vrai que c'était valable dans notre cas de figure parce que j'avais déjà d'autres SCI, comme je l'ai dit, hein. Il y avait une articulation qui était logique avec l'association, le régime potentiellement mère-fille avec ma holding à l'avenir, etc. Mais c'est vrai que si tu es complètement novice, que t'as pas une ambition particulière avec ta résidence principale de potentiellement la mettre à la location, c'est un peu sortir le bazooka pour pas grand-chose. Hmm. Et Comme donc la il y a quand holding, même si tu l'as fait trop tôt, ça peut aussi. voilà, exactement. Parce qu'il y a quand Ouais. même des coûts de création, il y a quand même un peu de rigueur à avoir sur la comptabilité, même si c'est assez léger. Il y a quand même quelques démarches administratives à faire auprès du fisc parce que c'est un intermédiaire. Il y a quand même au quotidien un petit peu de gestion parce qu'en fait, très concrètement, les flux financiers sont un peu plus à décomposer, c'est-à-dire que c'est moi Hmm. perso qui fais l'apport vers la société, c'est la société qui paye son crédit. Donc il y a quand même une logique derrière qui est un petit peu plus lourde que si tu l'as en nom propre. Quand tu vas faire un financement, c'est aussi un petit peu plus compliqué
de devoir expliquer aux banquiers que tu veux investir via une SCI que en nom propre. Mm. Tu rentres pas dans le moule et dans le schéma classique, Mm. donc forcément il y a quelques barrières à l'entrée. Euh, Néanmoins, comme grâce à mon parcours, j'avais déjà cette expérience de SCI, j'avais déjà des partenaires bancaires qui étaient familiers, que je savais familiers avec ce mode de fonctionnement. Finalement, ces barrières étaient beaucoup moins limitantes pour moi, dans mon cas de figure. C'est ce qui m'a fait choisir qu'on partait avec ce dispositif. Ok, top. Et j'ai une autre question, c'est parce qu'en plus j'ai vu que tu en avais parlé, c'est par rapport à la résidence principale, justement, c'est un gros point qu'on bah toi, en fait, tu es un peu l'anti-formateur immobilier, voilà, en t'appelant le salarié investisseur. Et la RP, bah, tu sais, il y a le Kiyosaki, il y a très longtemps, qui a écrit Oui. dans un livre que c'était, tu sais, c'était consultant en finance, l'actif, les passifs. Tu sais que nous, on n'a pas la même définition que Kiyosaki. Tu l'as acheté, je crois que je l'ai vu, c'était ton cinquième bien, non, que tu as acheté, Oui, tout à fait. ta Ça veut dire RP. que Voilà. ouais, Donc, ouais, c'est ça. il y en a qui disent faut jamais le faire, là, ils disent faut commencer par ça. Moi, par exemple, à un moment, j'étais locataire, j'avais acheté plus d'1 million d'euros d'IMO une année sans être propriétaire. Ça m'a pas posé de problème. Bon, j'avais déjà pas mal de biens. Voilà. Pourquoi, peut-être, ouais. Pourquoi tu t'as décidé de l'acheter? Pourquoi, est-ce que ça t'a posé problème avant? Est-ce que, bon, on comprend bien les intérêts aussi d'avoir sa propre résidence principale, mais voilà. Ouais. Tu peux nous C'est en dire un peu c'est plus vrai sur le que sujet? euh, comme j'habite à proximité de Paris, forcément, on a un prix d'achat au mètre carré qui est très élevé. Le coût moyen d'un appart est très élevé. Donc, c'est une question qui est très importante parce que ça a des impacts qui sont très lourds sur ton taux d'endettement et sur ta capacité à pouvoir faire des projets IMO après. Donc, c'est une question qui est cruciale. Et en fait, c'est un peu un dilemme dans le sens où si tu commences par de l'investissement locatif, tu vas toujours avoir des questions des banquiers qui te disent, mais pourquoi vous commencez pas par de la résidence principale? Mm. Et par contre, si tu commences par de la résidence principale, comme tu habites à Paris, tu vas payer super cher et on va te dire, ouais, mais vous avez déjà un taux d'endettement qui est quasi au plafond, donc en fait, Mm. c'est compliqué de faire un investissement locatif. Donc sur le papier, il n'y a Il n'y a pas de aucune bonne solution. solution. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est très compliqué. Ouais. Dans mon cas, euh, j'ai commencé très tôt à faire de l'investissement locatif et, euh, et en fait, j'avais pas une situation perso qui était ultra stable. C'est-à-dire que j'étais pas en couple, enfin, etc. Donc je me projetais pas dans un logement. Ça, Et c'est le donc problème quand on a 20 apparts à 30 ans, il y a trop de sollicitations, hein. C'est toujours le. et, et donc en fait, comme il y a eu cette rencontre avec mon colocataire de l'époque, très naturellement, on s'est dirigé vers l'investissement locatif en premier. Mm. Et c'est vrai que on a eu des banquiers qui comprenaient pas ce schéma-là, qui nous disaient mais commencez Surtout quand par t'es ami, moi aussi, avec mon associé, très Ah bah compliqué. là, à la base, tous les voyants étaient, alors pas tous, mais il y avait beaucoup de voyants rouges, dans le sens Mm. où on avait 23 ans, on se Pas présentait de en tant que, RP. voilà, pas de RP, on se présentait en tant qu'amis, sur un projet d'association en SCI à l'IS, sur des biens qui sont hors région, sur des projets un peu exotiques de colocation. Donc fatalement, quand tu vas voir le banquier qui dans 90% de ses dossiers, c'est de la résidence principale dans le secteur, Ouais. ça change. Ça change. Donc c'est Yes. compliqué. Mais en fait, on a voulu partir sur ce projet-là en premier. C'est vrai qu'il y a eu des barrières. Et après, moi, j'ai fait effectivement 5 acquisitions avant d'acheter ma résidence principale. L'avantage, c'est que comme on était en colocation, au début, j'avais pas un loyer qui était énorme et donc j'avais un taux d'endettement qui était faible et une capacité d'épargne qui était forte. Donc ça me permettait de faire ces projets-là. Et après, pourquoi la résidence principale? Moi, j'étais OK pour acheter une résidence principale parce que je considère que voilà, ça participe à la construction de son patrimoine, tu rembourses ton crédit, etc. Par contre, j'avais certains critères, c'est-à-dire que je voulais pas me mettre au plafond de mon taux d'endettement. Donc certes, j'aurais pu acheter plus grand, j'aurais pu acheter dans un autre quartier, euh, mais je ne voulais pas. Je voulais pas que ça me freine sur mon parcours d'investisseur. Et donc, dans le choix de la résidence principale, j'ai fait très attention pour avoir un projet raisonnable à mon échelle et que ça reste un avantage plutôt qu'un inconvénient, même si Mm. je reste en région parisienne. Et Ok. donc, très concrètement,
c'est un appart qui fait moins de 50 mètres carrés. Je suis pas du tout dans les quartiers que tu citais tout à l'heure. Et, euh, et donc, ça reste un avantage parce que je rentre un peu plus dans le moule. La banque voit que je suis propriétaire de ma résidence principale et j'ai pas un crédit sur le dos qui est énorme. Et donc, ça me permet de conserver une capacité d'épargne et de pouvoir continuer à investir. Ok, intéressant. Euh, Bon, on va peut-être parler de ça, justement, l'enchaînement. T'en parles sur les réseaux, tu as 1,8 million d'encours, enfin, toi et tes associés, je suppose, Oh, ensemble. là, c'est net de part, mais ouais, Ah, ok, ouais. ouais, Donc 1,8 million d'encours, même si on gagne bien sa vie, 1,8 million d'encours, les 35%, 1,8 million d'encours, tu dois être, je sais pas, dans les 8 10 000 € de remboursement ouais, c'est à peu près ça. mensuel. Donc Ouais, voilà, si tu veux être à 35%, ça fait du 30 000 €, 40 000 € net, ça commence à être compliqué à atteindre, hein, même ouais, à Paris. Donc tu as explosé les plafonds. Moi, je le dis souvent, bien sûr. C'est impossible de tenir. Enfin, quand tu commences à enchaîner, tu peux acheter 4 5 biens si tu gagnes bien ta vie, mais au bout d'un moment, tu casses le plafond de verre. Peut-être comment tu as enchaîné, alors à la fois financièrement et puis surtout en pratique avec un métier qui est prenant, des biens qui sont loin. On a un peu le même profil, hein. Moi, j'ai acheté beaucoup de biens à peu près à 3 heures de chez moi. Euh, et je sais très bien la contrainte que c'est. Même faire des visites le samedi, il y a plein d'agents qui les font pas. On les embrasse, hein, Foncia, la forêt, tout ça, qui souvent sont bien contents de pas vendre des apparts et de rouler en Ford Puma de 2002 une... avec une grosse bosse et pas d'argent pour la réparer. Ok, ouais, tu peux nous raconter un peu peut-être en pratique comment ça se passe ouais, ouais, ouais. donc à la Bah, fois financièrement et en pratique sur logistiquement, on l'aspect, va dire. ouais, sur l'aspect financier, euh, je me forçais à respecter certains critères que j'ai développés précédemment, typiquement être à cash flow positif sur les investissements, ce qui permettait déjà de limiter l'impact sur le taux d'endettement. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines banques qui considèrent que 70 à 80% des loyers, qui comparent ça par rapport à la mensualité et qui regardent en fait le cash flow qui reste et ça rentre en gros dans le calcul du taux d'endettement. Donc déjà, je cherchais des biens où je pouvais respecter ce critère de cash flow positif. Dans mes financements, j'allais chercher des financements les plus longs possibles, encore une fois pour minimiser la mensualité. Donc au début, j'ai parfois réussi à obtenir du 25 ans. Après, c'est le 20 ans qui s'est généralisé, mais je continuais à travailler sur ces financements. Un exemple très précis qui est parfois sous-estimé, c'est que dans beaucoup de cas de figure, au bout d'une certaine période d'amortissement, tu peux demander la prolongation de ton crédit. Donc typiquement, tu le prends sur 20 ans et au bout d'un an d'amortissement, tu peux retourner voir ta banque et lui dire je veux le prolonger de 2 ans. Et en fait, ça vient diminuer ta mensualité et augmenter ta capacité d'épargne, ton cash flow positif, etc. Donc, être très vigilant sur le chiffre d'affaires en choisissant bien des biens que tu exploites soit en colocation, soit en location meublée, soit dans des secteurs en tension où tu fais un peu de rénovation et tu vas chercher du haut de gamme. Euh, Bien travailler tes financements, donc période la plus longue et même prolonger au cours de la vie du crédit. Ça me permettait de limiter l'impact sur mon taux d'endettement et d'avoir une situation qui était saine. Après, sur mon salaire, je veillais à avoir une gestion qui était ultra rigoureuse. Je connaissais quasiment à l'euro près ma capacité d'épargne et c'est un point que je mettais très en avant lors de mes demandes de financement. J'avais une gestion de mon budget qui était très rigoureuse. Dès que je percevais mon salaire, j'avais un virement automatique qui partait vers un support d'épargne et j'offrais comme ça beaucoup de lisibilité aux banquiers sur la gestion de mon budget à la fois côté IMO avec ce que je viens de dire pour maximiser le cash flow et à la fois côté perso sur ma capacité d'épargne. Ce qui me permettait de me mettre dans les meilleures conditions pour aller chercher un financement. Deuxième point qui est pas sur l'aspect financier, qui est plus sur l'aspect relationnel avec les partenaires bancaires. Je travaille, j'ai une vision vraiment long terme avec les partenaires bancaires. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour chercher uniquement un financement et puis après aller tout de suite changer d'assurance PNO ou des choses comme ça. Je suis conscient qu'il y a des contreparties, c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai et donc je travaille vraiment dans le long terme.
Je suis complètement transparent sur mes situations. Je suis OK pour travailler sur beaucoup de contreparties, que ce soit rapatrier du salaire, que ce soit domicilier les assurances PNO, que ce soit domicilier d'autres assurances, pour que la banque comprenne que je suis euh, là avec eux sur le long terme et qu'elle puisse vraiment miser sur mon profil, sur cet investissement et sur d'autres investissements. Parce que comme tu l'as dit, mathématiquement, au bout de quelques investissements, tu vas arriver sur ce plafond des 35%. Donc il faut motiver la banque et te mettre sous ton meilleur jour pour finalement qu'elle soit prête à déroger à cette règle-là, parce qu'il y a des dérogations qui sont tout à fait possibles de leur côté. Et donc, voilà, te mettre dans les meilleures dispositions pour qu'elle soit prête à te suivre sur des projets, sur un système de dérogation qui lui est possible. Ok. Ben voilà, vous avez un peu. C'est à peu près là ce que j'ai fait également, hein, que acheter des biens rentables, avoir bah, tous les mois, longtemps, j'avais 1000 euros qui partaient sur un compte épargne. Après, bon, Mm. ça a un peu changé en fonction de. Mais ça, franchement, s'il y a qu'un truc à faire, si aujourd'hui vous savez pas quoi faire, faites ça. Déjà, vous mettez un virement automatique d'au moins 20% de vos revenus. Et après, quand tu as une augmentation, tu mets à peu près. Enfin, moi, c'était 80% de l'augmentation qui partait en Mm. bah là-dessus. C'est hyper important. Et puis ensuite, ok. T'as combien de banques? T'as emprunté dans combien de banques? Aujourd'hui, j'ai 5 partenaires bancaires. Ok. Le premier financement, c'est vrai que c'est une question que j'ai souvent aussi. Comment tu as fait pour trouver ces partenaires bancaires et pour les entretenir dans la durée? Le premier financement, en fait, on avait zéro contact. On n'avait jamais investi. Dans notre cercle très proche, il y avait aucune personne qui avait investi également. Donc, on n'avait même pas de contact. En plus, bon, on habitait en région parisienne. On était chez Boursorama Banque à l'époque. Donc, un truc bien digital, euh, pas très bien positionné sur l'investissement locatif. Donc, on n'avait même pas d'interlocuteur privilégié pour à qui présenter ce projet. Donc, sur le premier, on est passé par un courtier très concrètement, qui lui nous a ouvert son réseau et qui nous a permis de décrocher le premier financement. Ça nous a aussi permis de comprendre les rouages de la banque, les rouages d'un financement immobilier, quels sont les termes techniques à maîtriser, quels sont les points que tu négocies. Donc indirectement, on s'est fait un peu accompagner sur ce premier sur le premier investissement via un courtier. Sur les deuxièmes enfin sur le deuxième et sur les suivants, en fait, on a bien compris que le financement était un point crucial parce que si pas de financement, il n'y a pas de projet. Voilà. Euh, C'est comme si tu as et, un produit à vendre et que tu le vends pas, quoi. Enfin, quelqu'un peut pas ouais, mettre sa carte de crédit, quoi. exactement. Ok. Donc, il fallait bien que je me professionnalise sur ce point-là, que je me diversifie sur mes banques, parce que les banques digitales sont pas hyper bien positionnées sur l'investissement locatif. C'est essentiellement des banques mutualistes, hein, type Crédit Agricole, Crédit Mutuel, qui sont bien positionnées sur l'investissement locatif. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et donc, spontanément et même de manière proactive, je me suis mis chez certaines de ces agences sans forcément avoir de projet à présenter dans l'immédiat, mais au moins pour dire, voilà, je souhaite devenir client, voilà ma situation, voilà mon ambition avec l'immobilier, j'ai peut-être des projets qui vont sortir d'ici quelques mois, etc. Mais je commence à leur donner de la relation client, rapatrier certains comptes. Et après, euh, lorsque je leur présente un projet, bah, ils ont déjà un certain historique. Je reviens pas sur les contreparties que j'ai développées tout à l'heure, mais je suis prêt à travailler avec eux comme ça. Et finalement, ça me donne un certain réseau que je peux démarcher lorsque j'ai des projets euh, que je continue à entretenir. C'est-à-dire que même même aujourd'hui, même si j'ai pas de projet dans l'immédiat, bah, je m'interdis pas de prendre rendez-vous pour discuter voilà de mon évolution de poste que j'ai eu à mon boulot, pour donner un point d'actualité sur mes investissements, pour faire quelques arbitrages sur mes comptes d'épargne, etc. Et pour entretenir la relation, maintenir le contact, qu'il soit au courant de mon ambition, des évolutions de ma situation et d'avoir tout cet historique pour être dans de bonnes conditions lorsque la demande de financement arrivera. Ok, super, super intéressant. Et logistiquement, tu peux nous dire par rapport au, ben voilà, à ton métier qui est prenant, comment tu as Ouais. fait pour visiter, Ouais. Alors, euh, pour suivre les bon, là, chantiers, tout ça.
Le point, en fait, le samedi, c'était quelque chose de crucial. Mm. C'était la journée à ne pas louper. Donc c'est vrai que j'ai bloqué beaucoup de samedis, surtout au début. Après, on pourra le voir, mais j'ai adapté mon organisation parce que c'est vrai que c'est un rythme qui est très soutenu. Déjà, si tu travailles 5 jours par semaine à fond et que ton samedi il est blindé, bah, Mm. ce rythme il est tenable un certain temps, mais il faut penser aussi à sa santé mentale Il n'y a et pas que profiter. l'investissement dans la vie, hein. Voilà, il faut profiter un peu de la vie aussi à côté. Ouais. Donc, c'est un rythme que tu peux tenir au début, qui est bien pour se lancer, mais après, il faut s'adapter. En tout cas, c'est ce que j'ai fait au début. Donc très concrètement, je profitais la semaine de certaines pauses déjeuner, du créneau, allez, on va dire entre 18h et 20h pour passer certains coups de fil, pour euh, planifier des rendez-vous le samedi, que ce soit des visites, que ce soit du suivi des travaux, etc. Et très concrètement, le samedi matin, je me levais super tôt, je prenais ma voiture, je prenais un billet de train et puis j'allais sur place pour faire tout ce que j'avais à faire. Donc concrètement, sur les premières années, c'est comme ça. Puis après, de fil en aiguille, comme mon, mon réseau s'étoffe, j'ai de plus en plus d'appartements, je connais de mieux en mieux les villes, j'arrive à tisser des partenariats et à connaître du monde en local, que ce soit des agents IMO qui me recommandent des personnes qui sont susceptibles de faire des petits travaux, des choses comme ça. J'ai des contacts sur, avec qui je peux travailler et sur lesquels je peux m'appuyer pour des petites tâches du quotidien qui prennent pas nécessairement de temps, mais qui ne sont pas suffisamment importantes pour valoir le coup de se déplacer Mm. sur ces lieux d'investissement. Et donc, je préfère me concentrer sur cette posture d'investisseur où je suis là pour faire des arbitrages sur mon patrimoine, pour détecter de nouveaux projets, pour structurer de nouveaux projets, pour aller chercher du financement, etc. Et j'essaye au fur et à mesure de déléguer de plus en plus de tâches qu'on Courante, pourrait quoi. dire courantes, opérationnelles de gestion. Mm. Effectivement. Donc ça passe par quoi? Ça passe par des états des lieux d'entrée, des états des lieux de sortie, une chasse d'eau qui fuit, un coup de blanc à mettre dans les couloirs, des choses comme ça où c'est vrai que tu peux avoir tendance à vouloir le faire au début parce que tu es proche de ton cash flow, et tu te dis vas-y un coup de blanc et on Mm. va me prendre 150 euros, c'est ça à la fin du mois. Et en fait, quand tu commences à multiplier les investissements, déjà euh, d'un point de vue de temps, tu peux plus forcément te le permettre parce que Mm. sinon tu fais que ça. Et aussi, voilà, moi je veille à garder cette posture d'investisseur. Donc je m'appuie de plus en plus sur des personnes que je connais en local pour déléguer ces tâches et me concentrer sur des questions un peu plus stratégiques sur la gestion de mon parc. Yes. Trop intéressant. Et tu vois, moi, là, en ce moment, je suis hyper productif. Là, je fais plein de trucs. Et j'ai un peu réfléchi à qu'est-ce que je fais pour être productif et tout ça. Et il y a un truc qui a bien changé, c'est que ça fait... En fait, quand je suis pas là, je mets une partie de ma résidence principale sur Airbnb Booking. Oui, Et depuis, j'ai une faute de ménage. Et en fait, elle vient tout le temps, même quand j'ai pas de voyageurs. Là, par exemple, l'hiver, il y en a pas trop, donc j'ai même pas ouvert. Et en fait, je vois à quel point ça. Pourtant, j'avais pas l'impression que c'était trop une activité qui était prenante. J'habite tout seul, mon appart, c'est pas une maison et tout ça. Mais je vois à quel point ça m'a dégagé du temps de cerveau et c'est un truc qui est régulier. Chez moi, c'est tout le temps nickel et c'est trop. Enfin, c'est un peu, c'est aussi une tâche courante. Même, voilà, ça parfois pendant des semaines, je sors pas les poubelles parce que bah, voilà, c'est un peu le truc de fainéant. Mais l'autre fois, j'étais dans le local, ça avait changé et tout. Et parce que bah voilà, souvent je suis pas tout le temps chez moi, tout ça, et en tout cas, c'est tout le temps nickel. Donc, c'est vraiment une, tu vois, dans les actes de productivité, j'y avais pas pensé, mais ça m'a dégagé beaucoup de temps. Et puis, voilà, moi, le ouais. bon linge et tout ça. Ok, Non, mais c'est vrai, un exemple ouais, très vas-y. concret, toujours sur ce cas, c'est on va prendre l'exemple d'une chasse d'eau qui fuit, c'est un truc qui peut arriver. En fait, moi, quand ça m'est arrivé et que c'était vraiment à distance, je me suis dit, un aller-retour en voiture, ça va me coûter juste en argent entre l'essence et le péage, c'est 60 euros. Et c'est à minima une demi-journée de mon temps de perdu. Si je fais intervenir quelqu'un, ça va me coûter quasiment le même prix et je m'économise une demi-journée que je peux passer à faire de la prospection, à aller voir ma banque Hmm. ou à faire autre chose que travailler et m'économiser un peu de santé mentale. Donc finalement, Yes. le calcul, il est vite fait. Et c'est vrai que de fait, un des avantages d'investir à distance, c'est que ça t'oblige
aussi, et ça te À force être à créatif. accélérer sur, Voilà. Tu vois, t'es la créatif dans délégation. l'organisation. Yes. Exactement. Ok. Bah écoute, on va juste passer rapidement parce que j'essaie de faire des épisodes d'une heure, mais c'est toujours dur. On a toujours 10 000 trucs à se dire. Donc là, on a vu deux de tes SCI avec ton Ouais. ami et ta RP. T'en as encore trois autres. Tu peux Yes. nous en dire un peu plus? Yes. J'ai créé aussi une SCI familiale avec des membres très proches de ma famille. Donc c'est vrai que j'ai profité de l'expérience que j'avais pu acquérir sur ces premières acquisitions pour développer ça avec des membres de ma famille qui à la base on n'avait pas de SCI familiale, donc on a fait des projets d'investissement ensemble. Donc ça fait la troisième et les deux dernières on est sur des montages un peu plus Juste poussés. là, Ce sont comment c'est toi qui fais tout, grosso modo, non pour la. non en fait bah, pour le coup c'est des investissements qui sont très loin parce que ça reste sur la Côte d'Azur en Ok. France. Euh, Saint-Jean-Cap-Ferrat, on connaît. Ouais. non 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 pas loin mais pas encore. Mais là, voilà, pour le coup, c'est très simple. On est quatre, 25% du capital chacun. Et en fait, euh, alors, certains membres de la famille habitent à côté, donc ils peuvent gérer certains suivis sur place. Moi, je suis plutôt sur la partie gestion de la comptabilité, contact avec la banque, etc. Un autre membre est aussi à distance, mais peut gérer, puisqu'on fait un peu un mix courte durée, longue durée sur certains biens, peut gérer les annonces, etc. Donc, on se répartit le travail comme ça. Ok, trop bien. Ouais, donc ça c'est la troisième et en fait les deux dernières on est sur des montages un peu plus poussés. C'est des SCI que je contrôle seul. En fait, alors petite parenthèse, une SCI ne peut pas être créée seule. Il faut qu'il y ait à tout moment de la SCI deux associés. Maintenant, quand on parle d'associés, ça peut être des personnes physiques et des personnes morales. Et donc là, je me suis appuyé sur le montage holding, c'est-à-dire que quand je dis que je contrôle 100% du capital, c'est qu'en fait, je le partage entre moi, personne physique, et ma holding. Donc ça me permet de contrôler 100% le capital de la société entre moi, personne physique, et ma holding. Ok. Donc sur ces SCI, alors pourquoi deux? Parce qu'il y a des sujets de gestion, des sujets de TVA, parce qu'on est soit sur du résidentiel, soit sur du commercial. C'est pas exactement le même type d'activité. Donc j'ai C'est beaucoup préféré le plus simple distinguer. de Voilà. scinder, Bon, ouais, voilà, la TVA, c'est exactement. d'avoir une structure qui est que soumise à la TVA et une structure qui en est complètement hors champ ou exemptée. C'est beaucoup plus simple. Exactement. Et donc sur ces SCI, bah, c'est des projets plus perso puisque je suis seul maître à bord, euh, ce qui euh, ce qui me force encore une fois à déléguer certaines parties parce que c'est vrai que comme je suis tout seul, bah, dès qu'il y a un pépin en théorie, c'est ton téléphone qui sonne. Donc Mhm. ça te force aussi à déléguer. Et, euh, et sur ces SCI, c'est là où j'ai mis l'accent ces dernières années pour développer franchement ces structures. Donc, mes dernières acquisitions que je développe sur mes réseaux, sur les immeubles de rapport, par exemple, ce sont via ces structures-là que j'ai pu les faire. Ok, trop intéressant. Et question, est-ce que ta holding, donc tu l'as créée après, tu avais déjà des SCI quand tu as créé la holding, Ouais. est-ce que tu as fait racheter les parts des SCI existantes par ta holding? Oui, bah ça c'est un point qui était important sur lequel je me suis un peu cassé la tête parce que je suis d'un naturel qui est très prudent. Et encore une fois, j'avais pas envie de sortir le bazooka. Et donc le montage holding, SCI, cession de parts, création d'une SASU, machin, machin, si c'était juste pour gérer un petit appart à 50 000 euros, pour faire très simple. Donc pour autant, je savais que j'avais cette ambition-là et je voulais créer la holding à partir du moment où ça valait le coup. Et c'est toujours le même, euh, le même Le débat, full c'est à est-ce qu'on pool, ouais, c'est un peu voilà, la. exactement. C'est exactement Ouais. ça. Et donc, comment j'ai tourné la chose? J'ai commencé par vouloir partir sur des projets où j'étais seul à gérer, que ce soit la prospection, le financement, etc. Mais partir dans une nouvelle ville que je ne connaissais pas, partir sur un projet qui est plus raisonnable. On parle justement d'un appart à environ 50 000 euros. Et donc, pour cette taille de projet, ça ne valait pas encore le coup de créer une holding et tout le montage qui va derrière, à mon sens, vu le reste de ma situation. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé une société, une SCI, à l'impôt sur les sociétés, sur un montage assez simple où en fait, j'avais un ami qui se trouve être comptable et en fait, on s'est réparti 90-10. J'ai 90% du capital social. Je gère tout.
de A à Z, sauf la comptabilité. Lui a 10% du capital social et il s'occupe uniquement de la comptabilité. Ça avait du sens parce qu'on était sur un projet qui était très petit, donc forcément, même s'il y a du cash flow positif, on n'est pas sur des montants qui sont énormes. Et donc, si j'avais externalisé la comptabilité de cette société, ça m'aurait coûté, enfin, j'aurais Bah, cramé ça en coûte fait, vite, ouais, dans les 70-80 € voilà, par en mois, gros, ouais. j'aurais cramé tout mon cash flow sur Mhm. des honoraires de comptabilité. Donc, ça me permettait à l'époque sur ce projet de rester à cash flow positif, de pas trop cramer de cash sur un comptable, avec un comptable. Pour autant, j'avais pour ambition avec cette société d'acheter plus gros, de partir après sur des immeubles de rapport. Et donc, en fait, on a convenu d'un deal avec mon associé qui a été, on a été accompagné d'un avocat pour écrire ça, que ce soit bien propre dans les statuts, dans des actes dédiés, etc. On est parti sur cette répartition 90-10. Et en fait, on s'est dit, bah, plusieurs cas de figure. OK, on veut développer la société. Soit on est toujours à l'aise sur cette répartition 90-10, on continue sur ce mode de fonctionnement. Soit euh, toi tu veux aussi monter avec moi sur des parties de gestion, auquel cas on revoit un peu la répartition du capital. Soit on atteint une taille qui moi me permet de créer ma holding et à ce moment-là ça vaudra le coup que je te rachète tes parts. Et donc je- par un acte rédigé avec l'aide d'un ami avocat, on a pu mettre en place ce système où je pouvais exercer un droit de rachat de ses parts à n'importe quel moment. Et en fait, j'attendais d'avoir le financement d'un bien immo qui était beaucoup plus gros. On parle d'un immeuble à environ 500 000 euros pour que j'atteigne une certaine taille critique pour justement mettre en place cette holding, faire tout un jeu de répartition du capital social avec cette société via cette holding qui rentre dans l'équation. Et Ok. donc j'ai pu racheter ses parts, et donc remplacer sa participation par ma holding et devenir seul commanditaire entre guillemets de la société. Ok. C'est assez connu dans les rachats, tu dois connaître ça dans ton métier, dans les rachats de grosses boîtes. Souvent, les minoritaires, ils ont. En fait, tu as un call et un put, enfin, option d'achat, option de vente. Le majoritaire, il a une option, il peut racheter les minoritaires s'il veut, et les minoritaires, ils peuvent vendre s'ils veulent à un moment. Donc là, c'est à toute petite échelle, mais c'est assez Oui, marrant de voir que c'est les mêmes systèmes. Et est-ce que ta holding, du coup, elle a racheté les parts aussi des autres sociétés que tu oui, détenais? tout à fait. Ok, Tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, il y a la holding en haut. Euh, sur les trois SCI que j'ai développés précédemment, bah, je suis uniquement représenté par ma holding. Et ok. sur les deux que je possède à 100%, en fait, ma holding en possède 95% et moi en direct 5%. Ça me permet, bon, sans entrer dans des considérations fiscales, mais tu peux appliquer le régime Voilà. mère-fille, intégration fiscale, etc. Donc ça t'ouvre pas mal de possibilités, d'où cette répartition. Ok, trop intéressant. Bah écoute, la dernière partie que je voulais voir avec toi, c'est ben tu t'appelles le salarié investisseur. Bon, on le sait bien, voilà, être en CDI c'est bien. La Défense ou Paris, je sais pas où c'est que tu travailles, c'est génial, il fait beau, les gens ils sont de bonne humeur et tout. Après, il y a d'autres avantages. Moi, je le dis de temps en temps, hein, j'ai une activité professionnelle bien en dehors du podcast et de l'immobilier, ben, notamment pour de l'argent. Mais après, je vois plein d'autres intérêts des rencontres, du réseau, une activité intellectuelle autre que gérer justement les chasses d'eau. Tu peux nous dire un peu les pour, les contre, et puis la vision à moyen terme peut-être de ce mix que tu as aujourd'hui, Hmm. quoi. Les pour sont très classiques. Tu as une situation qui est stable, qui rassure la banque, qui rassure les partenaires avec qui tu travailles. Et donc, c'est finalement un critère très important qui te permet de financer tes premières acquisitions assez facilement. C'est vrai que c'est un discours qui revient très vite et je trouve qu'il est très vrai. En tout cas, moi, chaque fois que j'évoquais le fait que j'étais en CDI, c'était un point qui était très facilitateur dans mes demandes de financement. Ça, c'est un gros point positif. L'autre point positif qui est peut-être plus propre à mon activité, parce que je suis pas en capacité de généraliser ça à d'autres métiers, mais pendant mes années dans la vie active sur mon métier de consultant, j'ai pu euh, m'améliorer sur plein de points. Typiquement la rigueur, l'efficacité au travail,
Je rédige par exemple souvent des slides sur PowerPoint pour synthétiser une situation. Et c'est finalement des compétences que je peux mettre à profit lorsque je reprends ma casquette d'investisseur. Mhm. Un exemple très concret, lorsque je fais une demande de financement, c'est de plus en plus vrai maintenant parce que j'ai une situation qui commence à être un peu large et il faut bien l'expliquer. En plus de tous les justificatifs tout à fait classiques, relevé de compte, fiche de paye, etc., je prépare une synthèse pour expliquer ma situation patrimoniale, ma situation financière, le projet, etc. Et j'essaie de rendre ce document le plus lisible possible. Et il y a un vrai parallèle entre faire ce pitch, entre guillemets, pour la banque et ce que je fais dans mon quotidien de consultant. Et donc, Mhm. si aujourd'hui, j'arrive à être efficace lors des demandes de financement, c'est parce que j'ai pu travailler dans ce secteur-là, gagner en compétences sur voilà la structuration d'idées, de la formalisation, de l'explication, etc. Donc ça me sert dans mon quotidien d'investisseur. Ça peut être vrai sur d'autres métiers, hein. Tu peux être par exemple dans le bâtiment et ça peut t'aider à gérer ou à Mhm. surveiller les travaux de manière plus efficace. En tout cas, moi, c'est ma partie. Les inconvénients, on les a déjà bien évoqués sur la gestion de l'agenda. Ça aussi, c'est très propre à mon métier, mais comme j'ai un agenda qui est assez chargé en semaine, bah, ça te laisse peu de temps. C'est-à-dire qu'il faut bien cibler des moments de pause, type pause déj ou pause café, etc., pour passer quelques coups de fil. Et donc, il faut bien anticiper tes disponibilités pour pas que ça empiète sur ton activité professionnelle. Et un inconvénient, c'est que malgré tout ça, tu peux être aussi limité dans ton avancement d'investisseur du fait de ces contraintes-là. Un exemple très concret, aujourd'hui, si j'ai un bien en off-market, donc en dehors du réseau classique de publication qui sort sur le marché, je vais te dire n'importe quoi, un lundi matin, bah, aujourd'hui, il m'est très compliqué de pouvoir le visiter en moins de 48 heures. Mhm. Ça dépend bien évidemment de la zone, mais j'ai pas forcément le même niveau de réactivité sur la prospection que ce que je pourrais avoir si j'étais complètement indépendant ou sans cette activité salariée. Donc c'est vrai que ça peut te ralentir, typiquement sur la partie prospection. C'est vrai que moi, j'ai acheté beaucoup de biens loin de chez moi. Et quand j'ai acheté ma RP, j'ai l'impression que c'était le mode facile de l'investissement, en fait. C'était, ah, ok, t'appelles, vous pouvez venir ce soir. Bah oui, bah, en fait, je suis là, ou je peux venir à midi. Je trouvais ça tellement simple. Euh, c'était presque déroutant. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oh, bah, c'est vrai que ça passe super vite 1 heure. Il Hmm. y a plein de choses qu'on pourrait encore développer. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on partageait cette vision de l'investissement immobilier. On, on a partagé finalement les mêmes contraintes et c'est ce que j'essaie de mettre en avant, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire voilà, des infos sur l'investissement immobilier, c'est vrai que tu pouvais te rendre compte que tu prenais des conseils de personnes qui étaient déjà très avancées sur leur parcours d'investisseur et qui avaient plus forcément ces contraintes au quotidien, bah, d'avoir des réunions, voilà, une contrainte de salarié en fait. Hmm. Et, De et la 95% des gens, hein, enfin, et ceux qui n'ont exactement, pas ces contraintes, ils sont pas finançables souvent. Donc exactement. voilà. Qui a un parcours qui est presque indispensable pour arriver au stade qu'il développe. Et donc c'est vrai que c'est hyper cool qu'on puisse en discuter ouvertement parce que c'est une part de ton parcours d'investisseur qui est non négligeable, à ne pas sous-estimer et qui a bien travaillé, à bien ficelé pour essayer d'arriver à ses fins. Et donc c'est hyper cool. Je te remercie de l'invitation. C'est un grand plaisir et j'espère que voilà, j'ai répondu aux besoins et Non, mais on a fait un bon tour. On a parlé des holdings, des SCI, de ouais. comment enchaîner. Ça m'a fait trop plaisir. Si on veut te retrouver, Instagram, hein, je pense. Comment s'écrit exactement ton pseudo? Alors c'est le tiré du bas salarié tiré du bas investisseur. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a mis en avant pendant ce call, cette double casquette à la fois salarié Yes. la semaine et investisseur le week-end. Ok, bah écoute, ça m'a fait trop plaisir. Je te souhaite bah, un très bon week-end. Pour une fois, on n'est pas. Tiens, c'est samedi prochain. Soit je fais des visites pour mettre des locataires, soit je serai en visite d'appart. Donc voilà, pour une fois, tous les deux, on avait un samedi de libre. Je te souhaite Exact. bah, tout le meilleur hein, pour tes investissements et puis à très bientôt. Bye Un grand bye. merci et puis à très bientôt. Ciao.
1h24, vous êtes arrivé au bout de cet épisode, félicitations. Je vous le rappelle, épisode de podcast privé de très haut niveau avec Niels. Fire, comment prendre sa retraite avant tout le monde et même avant 50 ans et pas avec 1000 euros par mois. Donc ça se passe sur le podcast privé et en plus, vous avez le droit à télécharger le fichier des flux que Niels utilise plus les supports. Merci à Niels et merci à Vincent pour cet épisode. Comme toujours, pensez à partager. C'est grâce à vous que j'ai atteint les 7000 followers et maintenant on est en route pour les 10 000 followers sur Insta. Merci à vous. Merci de votre soutien chaque semaine. Pensez à partager, à liker si vous êtes sur Spotify ou YouTube ou sur Apple Podcast et que vous avez vraiment une énorme détermination parce qu'on le sait, c'est compliqué. Et voilà, partagez en story sur les réseaux. Vous pouvez envoyer sur WhatsApp à vos amis qui sont investis, qui sont salariés et qui disent ah ben j'ai pas le temps. Ben voilà, Vincent il a un métier très prenant. Il travaille à Paris et puis ben il y arrive quand même. Et merci à Roman M63. 10 000 écoutes égale un avis de plus. Effectivement, c'est à peu près ça le ratio. Non, c'est même pire. En tout cas sur Apple Podcast parce que j'ai 185 notes et et j'ai dépassé il y a très longtemps les 300 000 écoutes. Donc voilà, on n'y est pas. Super podcast. Après une première écoute avec le podcast de Badis, encore une centaine d'écoutes et j'aurais rattrapé mon retard. Donc merci à toi, Roman M63. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos gros billets et prenez soin de vos proches. Accessoirement, ça peut servir. À très bientôt. Bye bye.